Lors de ma dernière conférence, j'ai analysé les 3 outils majeurs dont le musée tire parti au XIXe siècle pour attirer le plus large public. Ce que j'ai appelé la prothèse de cire, le tusseau, la relique et l'immersion. J'aimerais ce soir évoquer un événement qui a changé la face des musées jusqu'à aujourd'hui et accélérer les mouvements que j'ai évoqués en France comme en Angleterre. Je veux parler de la grande exposition universelle de Londres, ouverte en 1851 et qu'on nomme The Great Exhibition en Angleterre. En 1850, l'Empire britannique semble ne connaître aucune limite. Avec une confiance arrogante, le gouvernement britannique conquiert des colonies, arme des navires et construit un réseau de chemins de fer à la densité sans égale sur le continent. Cette ambition aspire à se mettre en scène, d'où le projet d'une exposition internationale entièrement consacrée aux matières premières, aux machineries, aux inventions mécaniques, aux manufactures, y compris également la sculpture. L'Angleterre présente la manifestation comme l'occasion d'une joute pacifique entre les nations. Un grand nombre des pays sollicités répondent à l'appel et exposent leurs produits. La grande exposition ouvre ses portes le 1er mai 1851. Son organisation relève d'un comité d'entrepreneurs. Le prince Albert, époux de la reine Victoria, et un grand administrateur, Henry Cole, assurent un rôle décisif dans sa mise en œuvre. Le bâtiment, que vous voyez ici, une immense nef de verre dessinée par Joseph Paxton, est serti dans une charpente de fonte moulée qui pèse 4000 tonnes. 15 000 artistes et compagnies commerciales y exposent leurs travaux, 100 000 objets en tout. On peut dire qu'il s'agit là de la plus grande exposition jamais organisée dans l'histoire. Or, son succès dépasse les espérances. Des millions de visiteurs s'y pressent durant les 5 mois d'ouverture, et ce succès amène des retombées financières immenses. Une très grosse somme est gagnée au terme de cette exposition, qui servira à former le musée des arts décoratifs anglais, qui aujourd'hui s'intitule le Victoria and Albert Museum. Cet investissement vise à améliorer la qualité esthétique des produits anglais, jugés alors en déficit par rapport aux productions françaises contemporaines, entre autres. Le fronton principal du bâtiment actuel rappelle encore l'origine de l'institution. On y aperçoit la reine Victoria distribuant des médailles à la fin de l'exposition de 1851. Ce qu'on appelle encore aujourd'hui la Great Exhibition de Londres a profondément transformé la culture du regard, et tout particulièrement la représentation universalisante de la culture matérielle. Elle donne le signal à toute une suite d'expositions similaires dans le monde entier, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dont celle de Paris, 1855, vous avez ici le bâtiment du Palais de l'Industrie, si célèbre, 1867, 1878 et 1889. La compétition internationale, et particulièrement celle qui oppose la France à l'Angleterre, prend ici un tour pacifique, mais systématique. Un vaste espace est libéré dans les 2 capitales pour servir à cette joute internationale. Dans ces exhibitions, le fétichisme de la marchandise s'offre une mise en scène à la dimension triomphale. Mais peu à peu, la production matérielle des siècles passés y tient une place grandissante à côté des produits contemporains. À l'exposition parisienne de 1867, par exemple, Ismaël Pacha, vice-roi d'Égypte, contribue à la manifestation avec un bâtiment composite en plâtre, que vous voyez ici à gauche, et qui évoque les grands règnes de l'époque pharaonique. Les expositions rétrospectives d'objets y occupent également une place croissante dans ces manifestations. En 1867, à Paris toujours, la France propose une galerie de l'histoire du travail au sein de l'exposition. Cette galerie aligne, dans une suite presque sans rupture, une longue procession d'objets fabriqués depuis la préhistoire jusqu'à l'époque moderne. Une telle présentation trahit tout d'abord l'impact d'une vision de l'histoire des civilisations radicalement nouvelle, qui considère tous les siècles passés d'un point de vue résolument moderne, celui de la production des biens dans leur matérialité dûment transformée par l'application de la technique. Un archéologue et conservateur du British Museum, Charles Thomas Newton, résume cette vision dans une phrase lapidaire, mais dont les conséquences pèsent très lourd. Je cite Newton, « La tâche que l'Angleterre a entreprise pour l'année 1851 est une exposition de l'industrie de toutes les nations aujourd'hui. L'objet que l'archéologie atteindrait si possible est rien moins que l'exposition de l'industrie
de toutes les nations à toutes les époques. Fin de citation. Au terme d'une démarche rétrospective, les reliquats de toutes les civilisations passées sont donc saisis comme des produits de l'industrie humaine. Ces objets, ces monuments, dans leur matérialité, assument un rôle particulier dans l'histoire de la culture, dessiner le progrès spirituel des peuples dans le temps. Cette vision fait de la matière même un symbole idéal de la culture spirituelle propre aux nations dans l'histoire. L'âge des musées est, à cette époque-là, l'âge d'un curieux matérialisme historique. Donc la matière, en quelque sorte, est considérée comme le support idéal de l'examen de la culture spirituelle. Le terme « industrie », en anglais « industry », est hautement ambigu au XIXe siècle. Il désigne, dans son acception la plus large, une activité où le faire joue un rôle primordial. Il renvoie tout particulièrement à l'application de l'ingéniosité humaine qui transforme la matière. Le terme peut englober tout matériel créé par l'homme. Dans le dictionnaire de la langue française d'Émile Littré, 2 acceptions s'ajoutent à ces 2 premières. Le terme s'applique à l'exercice d'une profession mécanique, mais dans un sens plus neuf, il désigne la production de masse par des procédés techniques raffinés de biens destinés au commerce. L'essor de l'industrie dans toute l'Europe marque le déclin des corporations. En France, la Révolution signe leur dissolution claire dès 1791. Vous avez ici un savetier qui fabrique des chaussures donc sous l'Ancien Régime, tel que décrit par Abraham Boss, et ce que devient cette industrie vers 1900, une fois que la taylorisation a été accomplie. La conception et l'exécution d'un produit ne relèvent plus des mêmes acteurs au XIXe siècle. En Angleterre comme en France, cette situation soulève des inquiétudes sur la qualité artistique des produits ainsi exécutés, surtout de ceux qu'on fabrique en grande quantité et à bas prix, aux fins d'honorer une clientèle élargie. La production matérielle des siècles passés devient un enjeu majeur, mais complexe pour les producteurs industriels. En effet, ces objets anciens nourrissent une histoire des styles qui constitue encore, au XIXe siècle, un vaste répertoire où puiser des modèles, des formes, des techniques. Léon de Laborde, dans un rapport fameux consacré à ces questions en 1856, écrit, je cite, « J'ai vu partout dans l'histoire des arts les renaissances se former avec lenteur et de l'habile combinaison d'éléments anciens et d'éléments nouveaux, à force de labeur, au prix de 1000 efforts. La renaissance des arts au XIXe siècle, que j'appelle de tous mes vœux, sera également le résultat d'une comparaison sérieuse et approfondie de tous les modèles de l'art associés aux beautés de la nature. » Fin de citation. Cependant, les contemporains de Laborde savent que la production industrielle moderne opte pour des matériaux, des procédés de fabrication qui ne peuvent plus s'inscrire dans la tradition artisanale. Pour baisser les coûts, il faut cesser de recourir à des techniques lentes. L'objet est avant tout saisi dans ses dimensions principales, sa matière, sa forme, les techniques permettant de le produire et le travail nécessaire à sa facture. À partir de cette équation, l'époque industrielle considère surtout le potentiel que l'on peut tirer de chacune des variables. Scinder l'objet en une forme et une matière revient à permettre l'extraction massive de formes à partir de la culture matérielle passée. L'objet moderne présentera une apparence artisanale en dépit d'une facture hautement standardisée à l'aide des techniques les plus modernes. La vaisselle argentée Christophe, les facsimilés signés Elkington en Angleterre et produits par électrolyse fournissent un exemple parfait de ce type de positionnement face à la tradition. Dans ce contexte précis, le musée devra fournir un conservatoire de techniques anciennes, mais aussi et surtout un répertoire de belles formes léguées par l'histoire et que les modernes pourront piller à l'aide des techniques récentes. La magie moderne, ici, consiste à produire des objets qui, bien qu'exécutés à l'aide des techniques les plus nouvelles, offrent toute l'apparence d'une production artisanale à l'ancienne dans le respect d'une tradition séculaire, comme si le passage de la production corporative à la production industrielle s'était opéré sans aucune rupture dans une continuité parfaite. Une configuration si nouvelle cause un réexamen lent mais profond des valeurs établies. Les catégories traditionnelles, qui séparaient fortement le monde des beaux-arts de celui des arts industriels ou décoratifs, reposaient sur un idéal forgé à l'âge classique au XVIIe siècle.
Elle visait surtout à rehausser le statut de l'artiste en le séparant des artisans. L'analyse des créations humaines en termes de production industrielle tend à effacer cette distinction. Tout produit d'une fabrication humaine relève alors d'une même totalité, et cette totalité constitue un objet historique privilégié pour les modernes. Je désirais examiner comment ces nouvelles valeurs chercheront à se mettre en scène dans l'espace du musée en Angleterre et en France. Ce mouvement ne s'impose pas facilement et il provoque des tensions, surtout en France, comme on va le voir. De fait, le musée de South Kensington, une institution née grâce aux bénéfices de la Great Exhibition, comme je l'ai dit, mais surtout une autre institution privée, le Crystal Palace à Sydenham, traduiront ces nouvelles valeurs dans un espace muséal. Vous avez donc la grande origine qui est la Great Exhibition de 1951, avec deux conséquences directes de cet événement, la naissance du musée des arts décoratifs anglais d'un côté et la création du Crystal Palace de Sydenham dont je vais parler tout à l'heure d'autre part. En Angleterre, c'est l'initiative privée essentiellement qui fournit le support efficace d'une utopie muséale et qui façonne une projection futuriste dans la logique des expositions universelles. D'autre part, le musée universel public lui-même est né d'une initiative du Parlement. S'il reste lié au corps symbolique du monarque, les gardiens du British Museum, par exemple, portent au XIXe siècle la livrée royale, le British Museum lui-même ne relève aucunement de sa compétence. La National Gallery elle-même doit sa naissance à un acte du Parlement. Elle échappe également à l'action du souverain. Aucun de ces deux musées ne relève de ce qu'on appelle, et encore aujourd'hui, les Crown Properties, c'est-à-dire les biens de la couronne. En France, où l'interventionnisme étatique offre un grand contraste avec le libéralisme anglais, le musée du Louvre va curieusement devenir le lieu où l'exécutif tentera de traduire les valeurs nouvelles dans les faits, non sans causer des tensions. Mais surtout, le palais du Louvre habite le lieu central du pouvoir, musée et palais. Napoléon Ier, les rois suivants, puis l'empereur Napoléon III résident tous au palais des Tuileries. Le Conseil d'État, la Cour des comptes y tiennent leurs assises. Tout à la fois, cette demeure contient le plus grand musée français. Mais surtout, sous Napoléon III, les collections du Louvre appartiennent non à la nation, mais au domaine de la couronne. Cette réalité juridique, comme la double fonctionnalité du Louvre, confère un caractère spécifique au modèle français du grand musée public. Je désire donc maintenant concentrer mon attention sur le Crystal Palace de Sydenham, qui me semble exemplifier les nouvelles valeurs dont j'ai évoqué l'émergence. Une fois la Great Exhibition de 1851 terminée, le bâtiment de verre, monument provisoire par excellence, était condamné à la destruction. Mais au dernier moment, un consortium de spéculateurs l'achète et le remonte dans la banlieue de Londres, à Sydenham. Ce vaisseau éphémère que vous voyez ici, d'un show, va être reconstruit, remonté et abriter un musée installé dans la durée. Ce musée privé propose une attraction payante installée dans le bâtiment de verre de la grande exposition, entièrement remontée pour l'occasion. Les deux institutions, le nouveau Crystal Palace et le musée de Kensington, ouvrent leurs portes à peu d'années de distance dans les années 50. Un grand nombre d'acteurs qui ont assumé l'organisation de la grande exposition travaillent d'ailleurs à la conception des deux musées. Il est vrai qu'au début, le musée de South Kensington présente des spécimens d'art ou d'art industriel, dont quelques-uns, souvent, sont en plâtre. Après 1857, cependant, sous l'impulsion d'un grand conservateur, John Charles Robinson, le musée acquiert un vaste patrimoine d'œuvres d'art originales, principalement du Moyen-Âge et de la Renaissance. Le musée de Sydenham, lui, ne comporte que des reproductions, essentiellement en plâtre peint. Ici, toute la magie du lieu repose sur la création d'une réalité virtuelle, comme sur la mise en scène de formes pures, sans considération du matériau. Le musée de South Kensington, à l'origine, a été conçu pour affiner la qualité de la production industrielle au Royaume-Uni. Les artisans, donc, constituent son premier public cible, en plus du public. Mais très tôt, l'institution reçoit la visite d'historiens de l'art, de connaisseurs et d'un public avisé. Quant à Sydenham, lui, il propose un spectacle payant, mais à haute valeur de divertissement. Nous avons entendu les évocations de Hawthorne qui a visité ce monument lors de ma première conférence. De la reine Victoria aux classes populaires,
il attire un vaste public anglais. Il leur offre, sur un espace considérablement plus vaste, le type de divertissement que l'Egyptian Hall à Londres avait rendu très populaire, mais à une très large échelle. De là à reconnaître que le musée de Kensington détient une haute valeur muséale supérieure à Sydenham, il n'y a qu'un pas que je me garderai de franchir. Distinguer entre les sources de plaisir élevées et basses dans la culture urbaine du XIXe siècle ne repose sur aucune réalité historique. Cette distinction relève d'un système de valeurs arbitraire, mais que certaines écoles sociologiques persistent à défendre. Or, il ne faut pas confondre le monde des pratiques et le monde des représentations. Il est vrai qu'au XIXe siècle, les milieux concernés par les pratiques culturelles telles que le musée, essentiellement les classes qui bénéficient du privilège de l'éducation, ont su établir une distinction claire entre haute culture et culture populaire, ce qu'on appelle « high and low » en anglais. Dans la pratique, de grands bourgeois, les membres des professions libérales, fonctionnaires et aristocrates se révèlent des consommateurs avides de spectacles de toute nature. Ils circulent sans cesse d'un type à l'autre, sans préjugés, pour varier leur plaisir. Donnons un exemple. Lady Elizabeth Eastlake, une grande historienne de l'art du XIXe siècle, que vous voyez ici dans une très belle photographie à droite, est l'épouse du directeur de la National Gallery de Londres. Cette femme remarquable est très introduite dans le beau monde du royaume. Elle connaît parfaitement l'Italie pour y avoir séjourné plusieurs fois avec son mari. Et pourtant, elle ne peut louer le vaste showroom, comme elle l'appelle, populaire de Sydenham. Et je cite sa remarque en traduction française. « Je n'hésite pas à dire que c'est la place la plus enchanteresse qui a jamais été imaginée par l'homme. Chacun, de haute ou basse condition, l'apprécie de même. » Fin de citation. La remarque haute ou basse condition, l'apprécie de même, high and low enjoying alike, me paraît capitale. Eastlake reconnaît que ce plaisir touche toutes les classes sociales, sans honte ni préjugés. D'ailleurs, comme vous le voyez ici par un degré à droite, Sydenham a été inauguré en grande pompe par la reine Victoria et par le prince Albert. Le Crystal Palace offre une expérience moderniste de l'art et de l'histoire. Il propose de fait une vision utopique de ce que le musée pourrait être sur la base des valeurs que j'ai analysées. En quittant le Crystal Palace, les visiteurs sont dotés d'un imaginaire construit qui leur permet de se représenter les cultures matérielles antérieures et d'en désirer les produits dérivés. Au musée du South Kensington, le classement typologique des objets satisfait plutôt une histoire des formes, des techniques et des matières. Mais cette histoire multiple trouve tout naturellement sa place dans un imaginaire puissant qui a été formé par Sydenham. L'histoire institutionnelle des musées, souvent, lorsqu'elle n'est pas articulée à une histoire du regard, demeure incapable de saisir ses fonctions. Et dans beaucoup d'histoires des musées, surtout continentales, beaucoup moins anglaises, le Crystal Palace de Sydenham n'est souvent jamais cité, car on n'aperçoit là qu'une attraction payante et populaire, indigne du nom de vrai musée. En fait, Sydenham, comme produit capital de l'exposition de 1851, propose une véritable vision de l'art. Je concentrerai mon attention sur les modalités qui règlent l'effet d'immédiateté dans ce lieu extraordinaire. Cet effet ne touche pas à des individus, mais à des espaces et à des objets. Une prothèse est également à l'œuvre ici, comme au musée Tussaud, mais en quantité massive, et c'est le plâtre. Les auteurs-créateurs du Crystal Palace de Sydenham projettent un musée, ou pour être plus précis, un show qui doit durer. Le paradoxe n'est pas mince. C'est, je crois, la première fois qu'une exposition internationale donne naissance à un musée. En acquérant le bâtiment de verre de la grande exposition de 1851 et en le faisant vivre au-delà du provisoire, les investisseurs de Sydenham espèrent capter la logique du provisoire en l'étalant sur la longue durée. Et pour la première fois dans l'histoire des musées, la logique de l'événementiel a primé sur la présentation fixe d'objets au musée. Et aujourd'hui encore, nous sommes tributaires de ce renversement. Sydenham ouvre ses portes en 1854. La collection comporte peu d'objets anciens authentiques, mais surtout des figures, des monuments de plâtre. J'aimerais maintenant reconstruire son fonctionnement ou quelques aspects majeurs. L'ensemble est installé de telle sorte que la venue à Sydenham devienne une composante essentielle de l'expérience du musée.
En effet, le Palais de Verre est directement connecté à une station de train et à une voie de chemin de fer reliant Londres à Sydenham. Vous en voyez ici une très belle image de Pissarro. Le voyage au musée commence donc dans le train. De surcroît, les billets pour Sydenham s'achètent à Londres. Une fois quitté la métropole, le visiteur commence son expérience Sydenham. La perception du paysage à travers la baie d'un wagon constitue une expérience très nouvelle au XIXe siècle. L'œil humain semble ici dépassé par la vitesse à laquelle défile le paysage devant la fenêtre du wagon. Pour s'adapter, le regard doit régler sans cesse son mode de focalisation. Vous avez ici une image qui a été produite par Müller d'un paysage tel qu'on le voit depuis un wagon en mouvement. Comme l'historien Wolfgang Schivelbusch l'a très bien montré, durant le mouvement rapide du wagon, le voyageur ressent une sorte d'expansion de l'espace au moment du départ, suivie d'une violente contraction au moment de l'arrivée. Dans l'intervalle, l'usager, installé sur son siège, aperçoit le paysage qui file rapidement devant sa fenêtre. Un Américain contemporain d'Hawthorne, John Weiss, saisit à merveille cette nouvelle sensation. Et je vous cite ce texte merveilleux. L'ancienne impression que les grands espaces avaient l'habitude de produire sur l'imagination laisse la place à une nouvelle sensation d'annihilation de l'espace. Il serait plus correct de parler de différence plutôt que de distance. La différence entre un pays et un autre est maintenant tout ce qui fait la distance entre eux. Fin de citation. Parvenu à Sydenham, le voyageur londonien se trouve immédiatement jeté dans le Crystal Palace. Et là, comme par magie, il reçoit un pouvoir imaginaire mais étendu sur l'espace, en continuité parfaite avec celui qu'il a ressenti pendant son voyage. Il lui suffit d'agir comme le moteur même de son expérience dans un environnement statique, en se promenant à travers une série de cours pleines d'objets. Soudain, extrait de la vie trépidante de la métropole, ce visiteur vit un état de suspension du temps et de l'espace, comme en apnée. Dans le musée, l'ubiquité totale promise par le progrès ne relève plus du concept, mais d'une réalité, entre guillemets, vécue. Il pourra donc parcourir l'espace du monde et le temps dans tous les sens. Ici, de l'Égypte d'Abou Simbel à l'Alhambra de Grenade. Par ce biais, le musée aspire à atteindre un objectif précis, permettre aux êtres que la société industrielle plonge dans une complexité incompréhensible de reconquérir un sens à leur existence historique. Sydenham tente d'offrir un spectacle propre à compenser les effets de cette situation. À la suite de sa visite, le spectateur doit pouvoir intérioriser une vision presque messianique du progrès, destructeur de toute distance et de toute limite. Dans sa fameuse adresse touchant la préparation de l'exposition universelle de 1849, le prince Albert, époux de la reine Victoria, soulignait que, je cite, « les distances qui séparaient les différentes nations et les parties du globe disparaissent rapidement devant les réussites de l'invention moderne, et nous pouvons les traverser avec une facilité incroyable. » Fin de citation. Le nouveau musée propose la métaphore la plus totale de cette destruction de toute distance. Dans la nef de verre, un espace continu permet aux visiteurs de passer de la préhistoire à l'Angleterre contemporaine par tous les paliers marqués par les grandes civilisations du passé, le tout sans effort. À l'intérieur du vaisseau, comme je l'ai dit, 2 colosses accueillent le visiteur, 2 figures imitées du temple d'Abou Simbel, découvert par le consul d'Angleterre Henry Salt et son génial collaborateur Giovanni Belzoni. Ce monument, qui doit sa découverte à l'Empire britannique, dessine en pointillé toute l'ambition de ce nouvel empire. En face, un séquoia gigantesque, baptisé du nom du maréchal anglais Wellington, symbolise la vie éternelle de la nature. Ces 2 monuments à l'âge infini défient le temps. Ils placent l'œuvre de la nature et celle de l'homme sur un même plan. Les œuvres de ce dernier, loin de pâlir en regard de celles qui sont produites par la nature, relèvent également du colossal. Mais surtout, l'idée qui domine ce show se résume à cet axiome. Toute la nature entière fournit les matériaux que l'homme travaille, transforme à son gré pour les convertir en marchandises. Sur la partie gauche du vaisseau, on découvre les cours industriels. Y sont exposés les grands types de production contemporaine où excellent les métropoles de l'industrie anglaise comme Sheffield et Manchester. Papier,
céramique, argenterie, comme à l'exposition de 1851. Je vous montre une section de l'exposition de 51 où ces pavillons existaient déjà. Sur la partie droite, les cours artistiques mettent en valeur les monuments les plus célèbres en sculpture et en architecture produites par les plus grandes cultures de l'humanité. Égypte, Assyrie, Grèce antique, Rome antique, Byzance, culture islamique ancienne, Moyen-Âge anglais et la Renaissance. Art monumental et art industriel sont donc intégrés dans le même ensemble. Les cours relèvent de systématiques distinctes. L'une, jouxtant la présentation des arts décoratifs contemporains en Angleterre, propose la reconstitution imaginaire de l'intérieur d'une maison privée de Pompéi. Le concept s'inspire des fouilles qui avaient mis au jour la fameuse maison du poète tragique à Pompéi. Ce vaste intérieur est décoré de tables de marbre sur lesquelles on admire des répliques de petites statues romaines que la maison Elkington a offertes à Sydenham pour des raisons publicitaires. En effet, cette maison exécute des copies très fidèles d'objets d'art tridimensionnels à l'aide du procédé mécanique de l'électrolyse. La salle pompéienne constitue la seule reconstitution d'un espace privé ancien dans l'enceinte de Sydenham, et elle revêt une importance centrale pour mon propos. Par ce dispositif, les metteurs en scène de Sydenham espèrent tout d'abord invoquer le modèle antique propre à légitimer l'importance des arts décoratifs modernes. Dès leur découverte au XVIIIe siècle, les cités romaines de Pompéi et d'Herculanum avaient permis à l'Europe d'imaginer précisément la nature de l'habité privé dans l'Antiquité. L'éruption du Vésuve avait brusquement recouvert de cendres brûlantes toute une ville. Les habitants, dont les cadavres jonchaient le sol, avaient même laissé la trace de leur corps calciné dans la poussière de lave lentement durcie. Or, on découvre ces formes en creux lors des fouilles. Vous avez ici ces plâtres exécutés par le coulage du matériau dans les creux laissés par les corps morts à Pompéi et Herculanum. Au XIXe siècle, ces investigations sont magnifiquement publiées par plusieurs auteurs. À Sydenham, la reconstitution d'une villa romaine opulente permet de faire revivre aux spectateurs une période phare de l'histoire de l'art dans un intérieur classique modèle où les arts figuratifs et décoratifs ne font qu'un. Mais surtout, Sydenham puise dans le même répertoire d'effets que celui du musée Tussaud, effets de présence, de proximité, mais à l'aide d'autres ressources, celles de l'espace. À la croisée entre une ambition commerciale et une ambition archéologique, la salle pompéienne constitue la première occurrence de period room dans l'histoire moderne du musée. L'espace montre comment le décor repose sur la notion de tout ensemble. Il propose une expérience de l'espace caractéristique d'un passé révolu, mais soudain restitué à la vie. Sur la droite du vaisseau, comme je l'ai dit, se succèdent les cours artistiques. Ici, l'effet recherché est encore distinct. Chaque salle plonge le visiteur dans une période différente. Chaque cour se donne comme un espace public, contrairement à l'intérieur pompéien. D'autre part, chacune évoque non un intérieur, mais une période de l'histoire de l'art, une civilisation. Tout naturellement, les promoteurs de Sydenham ont puisé leur inspiration dans le musée des monuments français, fondé par Alexandre Lenoir. Cependant, la mise en scène ne vise nullement une illusion complète, comme au musée de Lenoir. En effet, le sol des salles est recouvert de planches, vous le voyez ici à droite, et le visiteur qui élève les yeux aperçoit au-dessus des décors des toitures en fonte et de verre, symbole d'une époque moderne par excellence. Chacune de ces cours propose l'image synthétique d'une période et de sa culture brillante que résume un style unique et reconnaissable. Debout, au centre d'une cour, on aperçoit les autres cours, les autres civilisations. Mais surtout, chaque cours propose la représentation d'une étape de l'histoire, non comme un mouvement, un processus, mais comme une stase, un état fixe et durable. Elle fige la durée, en quelque sorte. Et l'écrivain américain Hawthorne, dont nous avons évoqué les textes durant la première séance, fin observateur, l'a tout de suite remarqué. Ce type de dispositif est alors novateur, les grands musées européens commençant à peine à classer leurs monuments par style et par période dans une perspective chronologique et non plus thématique. La salle grecque, par exemple, ici, rassemble des statues célèbres de différentes époques, mais leur copie, à la patine très blanche, livre l'image fallacieuse d'une production homogène.
Si la traduction d'une période en espace semble procéder de la magie, cette magie a donc un prix. Chaque période exceptionnelle du passé est posée comme un point de perfection dans l'histoire, et cette perfection semble avoir été conquise sans effort, sans conflit, comme par la vertu d'une sorte de génération spontanée. Ici, la culture matérielle détient une dimension spirituelle. À l'âge des musées, cette production artistique est même brandie comme la dimension la plus spirituelle d'une culture. Dans les cours artistiques, les beaux-arts reçoivent tous les honneurs. À l'est du vaisseau, on célèbre les arts décoratifs modernes. La France a été fascinée par le Crystal Palace de Sydenham, au point de vouloir en construire un équivalent près de Paris. En 1860, image de gauche, Owen Jones, qui avait participé à la conception de la Great Exhibition de Londres en 1851, comme à l'élaboration du Crystal Palace de Sydenham, propose en 1860 la construction d'un vaisseau de verre à Sèvres, près de Paris. À cette époque, Joseph Paxton, l'architecte du vaisseau de la Great Exhibition, termine les travaux du château de Ferrières pour le baron James de Rothschild. Il est possible que le banquier ait caressé l'idée d'investir dans un tel projet, cependant, les plans sont abandonnés. En 1879 encore, la Troisième République prend la relève. Image de droite. Un économiste, Paul Nicole, propose la construction d'un immense complexe nommé, je cite, « Palais de cristal français ». Il devra être édifié dans le parc de Saint-Cloud, où le château des Rois a été réduit en cendres durant la guerre franco-allemande. Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, s'emballe pour le projet de cet établissement voué à la vulgarisation des connaissances. Il soumet un projet de loi propre à assurer la mise à disposition du terrain. Faute de soutien à l'Assemblée des députés, la préparation de l'exposition universelle de 1889 mobilise alors toutes les forces vives. Le projet sera finalement abandonné. Le modèle de Sydenham, lui, ne cessera pas de fasciner les visiteurs français. Tournons donc maintenant notre attention du côté de la France. Le Palais du Louvre est le théâtre d'expériences muséales assez ambitieuses après 1851. Ces expériences visent à accuser, d'une manière ou d'une autre, le choc de la première exposition universelle de 1951, prolongée par les grandes expositions parisiennes, après 1955, mais également d'élargir ses publics. Dans ce musée, les beaux-arts reçoivent une place centrale et sont logés dans un décor somptueux. Les arts industriels, eux, n'y reçoivent tout d'abord pas une grande place. Pourtant, il faut relever que dès 1819, quelques expositions d'art industriel se tenaient au Palais du Louvre. Vous en avez ici une représentation, elles sont en général extrêmement rares. Mais le développement des collections dans ce domaine relève très longtemps d'un effort individuel que l'État ne relaiera qu'ultérieurement. En 1828, la collection du peintre lyonnais Pierre Révoil est acquise par l'État. Elle comporte de beaux objets du Moyen-Âge et de la Renaissance. Mais ces derniers ne sont nullement considérés comme des choses relevant des arts industriels. Ils forment simplement un répertoire à l'adresse des spécialistes du Moyen-Âge, peintres ou historiens. Révoil était un grand spécialiste de peinture troubadour où les éléments étaient soigneusement reconstitués sur des modèles clairs. Bref, il s'agit d'une collection destinée à l'usage des antiquaires, c'est-à-dire des historiens des cultures européennes, anciennes, médiévales et renaissantes. C'est une deuxième initiative privée qui signale le début d'un intérêt français pour les arts industriels. Sous la monarchie de Juillet, Alexandre du Sommerard forme une magnifique collection d'objets du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il l'abrite dans quelques salles de l'hôtel de Cluny, un des derniers palais médiévaux privés encore conservés à Paris. Dans cette demeure, Sommerard propose la représentation suggestive de salles pittoresques, semblables à celles d'un château. La salle François Ier, avec son lit à baldaquin, que vous voyez à gauche, propose l'illusion d'un décor autrefois habité par un corps royal plein d'aura, entouré de ses attributs. Le collectionneur estime que cette mise en scène importe car elle soutient l'intérêt pour une période à peine redevenue à la mode. Sommerard la décrit en effet ainsi, je cite ce très beau texte, « Une collection nombreuse en objets d'art longtemps proscrits, puis restaurée par la fantaisie du moment ». Voilà comme il nomme sa collection. La fantaisie du moment restaure en quelque sorte ces objets à l'importance. C'est donc l'imagination.
Dans son catalogue raisonné de 1838, Sommerard rappelle la réflexion de l'historien Augustin Thierry. L'impact des romans médiévaux écrits par Walter Scott a marqué si profondément l'imaginaire de ses lecteurs qu'il a créé un engouement pour cette période de l'histoire. Donc vous voyez qu'à l'origine, c'est le roman qui véritablement lance un imaginaire qui suscite un intérêt pour une période historique. Cette période de l'histoire, évidemment, qui est le Moyen-Âge, essentiellement, pleine de chevaliers en armure et de dames magnifiquement parées. En 1842, pour empêcher l'acquisition de la collection Sommerard par l'Angleterre, la menace anglaise est brandie très intelligemment d'ailleurs par la famille, l'État français acquiert l'ensemble comme le bâtiment médiéval qu'il abrite. C'est alors que la nouvelle institution est soudain pensée selon de nouveaux principes, comme un ensemble utile à l'industrie. François Arago, qui justifie l'acquisition de la collection Sommerard devant la Chambre des députés, le souligne clairement. Je cite, « Le musée jettera au milieu de nos peintres, de nos sculpteurs, de nos manufacturiers, de nos artisans surtout, des germes précieux et féconds. » Fin de citation. Le musée ouvre dès 1844. Cet exemple a sans doute incité le Louvre à augmenter ses collections dans ce domaine sous le Second Empire, mais une telle extension entraînera tout un débat sur cette opportunité, surtout dans le contexte des expositions universelles. Napoléon III, qui admire l'Angleterre où il a résidé durant une partie de son exil, se révèle favorable à un paysage muséal où les arts industriels tiennent leur rang. De plus, la concurrence anglaise commence à inquiéter fortement les Français. Entre 1859 et 1865, le musée de Kensington convainc 73 souscripteurs de financer l'acquisition de la collection réunie par Jules Soulage, un Toulousain riche et grand connaisseur. Un très bel ensemble d'objets de la Renaissance quitte alors le territoire français pour rejoindre Londres. Le musée anglais chasse les objets rares dans toute l'Europe. En 1854, la collection Gherardini est définitivement transférée d'Italie à Londres. Elle avait été déjà exposée et prêtée, mais elle est véritablement acquise à ce moment-là. La France voit avec angoisse que l'argent britannique achète tout sur le continent. Vous voyez ici deux œuvres absolument magnifiques de Francavilla et de Jean Bolena qui appartiennent maintenant au VNA. Un épisode capital aggrave ce désarroi et ses conséquences directes. La vente de l'énorme collection réunie par Louis Fidèle de Bruges-du-Minil, de janvier à mars 1850. Cet ensemble comporte des pièces de premier plan et documente tous les domaines des arts appliqués en Occident comme en Orient. Son auteur, qui a connu Alexandre du Sommerard, meurt en 1838, mais son fils et son beau-fils, Jules Labarthe, poursuivent son œuvre. En 1847, Labarthe publie un catalogue érudit de cette collection, dont vous avez la page de titre à gauche, précédé d'un volumineux essai sur les arts industriels. Ce texte brillant atteste la qualité d'une recherche entièrement assumée par des collectionneurs privés à cette époque. Labarthe décrit le projet de son beau-père en termes précis, documenté par des objets très choisis l'histoire de la production industrielle en Orient comme en Europe. Ce n'est plus l'intérêt antiquaire qui préside ici au choix opéré, mais une vision des beaux-arts dans leur plus grande étendue. L'ensemble comporte plus de 6000 pièces. Or, il est dispersé en vente, malgré les efforts de le vendre en bloc. Les Rothschild, les banquiers Hope, le prince Soltikoff raflent la plupart de ces trésors. La vente est vécue comme un drame, justement parce que cet ensemble muséal est dispersé, alors qu'il a fourni le premier instrumentarium pour une analyse scientifique des arts industriels en France. Le Louvre retiendra cette leçon dès 1852, quand le comte de Laborde rédige un catalogue des émaux et objets exposés au Louvre. L'ouvrage comporte, au second volume, un glossaire remarquable qui fait entrer la recherche sur les arts industriels dans une institution nationale. Si Laborde doit beaucoup au catalogue de Labarthe, il partage également sa vision d'une culture matérielle. Je cite Laborde, « du Moyen-Âge et de la Renaissance qui embrasse à la fois les créations du génie et les ustensiles les plus ordinaires de la vie privée. Cette application heureuse de l'art à toute production humaine. » Fin de citation. Aussi, quand le directeur du musée du Louvre, Émilien de Nieuwerkerk, apprend
que Charles-Alexandre Sauvageot, second violon à l'opéra et collectionneur avisé, veut offrir ses trésors au Louvre, en 1956, les milieux de la conservation poussent un soupir de soulagement. Certes, cet ensemble n'attend pas en qualité la collection du Ménil, mais il permet au musée de rattraper son retard en la matière. En août 1863, le Louvre déploie tous ses trésors les plus importants dans le domaine au long de 7 salles au premier étage de la cour carrée. De 1861 à 1866, les conservateurs concernés rédigent presque sans discontinuer le catalogue de ces collections, alors que les autres départements du Louvre peinent à publier celui de leurs fonds. En quelques années, le Louvre s'est enrichi d'un musée industriel en son sein. En 1857, un incident pourtant va démontrer que cette croissance occasionne des tensions graves et significatives dans le monde officiel de l'art, et particulièrement au Louvre. Un grand collectionneur romain, le marquis Giovanni Pietro Campana, possède une immense collection d'art où les antiquités gréco-romaines, étrusques, médiévales, Renaissance touchent aux beaux-arts comme aux arts industriels. Sa collection était tellement immense qu'elle occupait plusieurs palais à Rome. À la suite d'un procès qui dévoile sa gestion frauduleuse du mont-de-Piété dont il avait la charge, le marquis doit céder son musée pour payer sa dette. Le musée de South Kensington parvient immédiatement à acquérir une magnifique série de majoliques de la Renaissance. La Russie se taille une portion de presque 1000 pièces dans le vaste musée privé. Napoléon III, alerté, décide alors de précipiter la France dans cette course effrénée. Il manœuvre le Sénat qui accepte rapidement de payer 4 800 000 francs or les 12 000 objets convoités. Cet apport extraordinaire suscite alors l'idée de constituer un vrai musée indépendant qui serait en France l'équivalent du musée de Kensington. Les porteurs de ce projet méritent quelque attention. Il s'agit essentiellement d'Hortense Lacroix, la fille d'une ancienne femme de chambre de la reine Hortense et qui a tout naturellement partagé les jeux de son fils, le futur Napoléon III, dans sa demeure d'exil à Arenenberg, en Suisse. Hortense, d'une intelligence vive, a beaucoup aidé Napoléon durant ses années révolutionnaires. L'empereur s'en souviendra et cette femme restera une conseillère écoutée. Curieuse des cultures étrangères, elle s'est identifiée des expériences à tenter en France. C'est elle, il faut le rappeler, qui a incité l'empereur à créer une institution modelée sur le système universitaire allemand, l'école pratique des hautes études. Avec son époux Sébastien Cornu, un peintre, Hortense milite fortement pour la transformation de la collection Campana en vrai musée industriel. Pendant quelques mois, dès le 1er mai 1862, l'ensemble est même présenté au Palais de l'Industrie, le bâtiment qui a abrité l'exposition universelle de 1955. L'ensemble y est présenté sous le nom de Musée Napoléon III. La notice écrite par Ernest Desjardins sur cette collection célèbre montre que cette collection est une sorte de réponse à l'Angleterre. Je cite Desjardins, « Le jour même où l'Angleterre inaugurait la grande exposition de l'industrie universelle », en effet, Londres a réorganisé une exposition universelle en 1862 à Londres, la France ouvrait au public intelligent et éclairé l'exposition artistique la plus intéressante qu'on eût encore vue. À Londres, les merveilles de l'industrie contemporaine. À Paris, les merveilles de l'art dans tous les temps. Donc cette citation marque le désir d'extension, d'encyclopédisme de la France, mais remarque en même temps la différence entre beaux-arts et art industriel, contrairement à l'Angleterre. Le propos du musée provisoire est encyclopédique et historique, mais il repose sur le lien indissoluble entre art et industrie. Je cite de nouveau Desjardins, « Tout a été réuni et classé en vue de présenter les développements successifs de l'art. On peut surtout y apprendre qu'à l'âge de leur enfance et de leur jeunesse, l'art et l'industrie étaient deux jumeaux inséparables qui ne marchaient jamais l'un sans l'autre. » Fin de citation. Comme à Sydenham, la vision historique de l'art recherche dans ses origines pures, primitives, ces moments d'excellence où la notion de beaux-arts n'existait pas et où toute la production artistique relevait du même champ et du même domaine d'activité. Mais au Palais de l'Industrie, le musée Napoléon III ne renonce pas aux effets propres au show britannique appréciés par le marquis Campana. En 1843, ce dernier avait découvert une importante tombe étrusque à Cerveteri. Quand il annonça cette fouille en 1843, il prétendit que la nécropole comportait plusieurs ustensiles soigneusement arrangés dans la tombe pour assurer aux morts un quotidien confortable dans l'au-delà. En effet,
La tombe était vide, et Campana avait acquis les objets exposés chez le marchand d'art Luigi Ardini. Cette mise en scène, qui, comme on l'a vu, a également présidé au show étrusque de Campanari à Londres, repose sur un modèle connu. La gravure publiée par Perrugue dans Carville, que j'ai déjà montré la dernière fois, est absolument capitale. Je rappelle que dans cette planche, on aperçoit une tombe à demi ouverte, des vases, des ustensiles entourent un squelette humain. Ils évoquent, par leur coprésence, l'activité ordinaire d'un être qui a vécu dans l'Antiquité avec ses outils, ses objets de luxe ou de première nécessité. Cette relation de l'humain au fer du quotidien et de l'ustensile est ici traduite dans une image archéologique authentique, entre guillemets. La planche a fourni à des générations d'archéologues le paradigme d'une étude de la culture matérielle que la magie de l'objet et une scénographie habile peuvent ressusciter. Et Campana n'a pas hésité à fabriquer cette illusion archéologique de toute pièce, justement parce qu'elle détient un pouvoir d'évocation presque fantomatique du passé. Le show exploite systématiquement ces ressorts. Au musée Napoléon III, dans l'exposition provisoire, la reconstitution a été maintenue avec au centre le fameux monument funéraire des époux, un monument étrusque en terre cuite que vous connaissez tous. Le guide d'Ernest Desjardins décrit ainsi la mise en scène, je cite, « On a essayé autant que possible de reproduire dans le musée Napoléon III la chambre funéraire telle qu'elle a été trouvée. Arrangement d'ensemble, vases bleus et rouges ornementés avec des animaux fantastiques, sépultures cinéraires, accessoires, antéfixes, le tout en place. » Fin de citation. Cette préfiguration d'un musée d'art industriel indépendant ne durera guère. Le directeur des musées impériaux, Nieuwerkerk, s'inquiète d'une institution concurrente qui risque à terme de jeter une ombre sur le Louvre. Il obtient de l'empereur la fermeture, puis le transfert de la collection Campana. Le décret du 12 juillet 1862 verse cette dernière dans les collections de la couronne. En août 1863, un nouveau musée Napoléon III ouvre ses portes au Louvre. La nouvelle muséographie, toutefois, abandonne la reconstitution pittoresque. Mais elle est extrêmement provisoire, puisque dès 1869, tout ce dispositif que vous voyez ici dans le très beau tableau de Giraud est retiré pour faire place à la collection de peintures léguée par Louis Lacaze, peinture essentiellement européenne et française du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est-à-dire les beaux-arts dans toute leur majesté. La création d'un South Kensington français a donc ici échoué. Les tenants des arts industriels ne cacheront pas leur déception. Ils iront jusqu'à nier cette défaite en réécrivant l'histoire. Albert Lenoir, par exemple, prétend invoquer la préséance du musée de Cluny sur celui de South Kensington. Le fils du fondateur du musée des monuments français, Alexandre Lenoir, dit en effet à propos du musée de Cluny, je cite, « Antérieur de 25 ans environ à la collection de Kensington de Londres, qui a été formée dans un but analogue, le musée de Cluny a certainement servi d'exemple. » C'est donc une sorte de reconstruction de l'histoire absolument extraordinaire. Fin de citation. La fondation d'un musée des arts décoratifs sur le modèle anglais devra donc attendre la Troisième République et sera le fait essentiellement tout d'abord d'investisseurs privés. Comment analyser l'attraction mêlée de répulsion qui caractérise la position française face à la conception anglaise des arts industriels? Napoléon III, je l'ai dit, connaît bien Londres pour y avoir vécu à 2 reprises. Sa compréhension de la culture anglaise est exceptionnelle et il l'admire. Les shows londoniens n'ont certainement aucun secret pour lui. Quand en 1863, l'empereur accepte d'entamer la réforme douloureuse de l'école des beaux-arts, il aspire probablement à transformer l'enseignement du dessin en France sur le modèle britannique. L'Académie des beaux-arts combat aussitôt cette réforme et la fera partiellement échouer. L'intégration des arts décoratifs au Louvre constitue pourtant une réussite. Mais les milieux officiels, comme les conservateurs du Louvre de l'époque, demeurent farouchement attachés à une vision des arts décoratifs qui reconnaît à l'État la qualité d'acteur décisif dans le renouveau des arts industriels par le truchement des grandes manufactures nationales. Cette vision est passéiste dans la mesure où elle privilégie un artisanat de grand luxe très proche de celui de l'Ancien Régime et donc totalement inadéquat pour penser les arts industriels à l'époque moderne. Un autre déterminant pèse de tout son poids, à mon avis, sur le débat. Le Louvre, musée et palais souverain,
tient à s'emplir de joyaux uniques, brillants de tout leur feu. Les collections ont tout naturellement pour mission de contribuer à la splendeur des grandes dynasties qui ont régné sur la France et bien évidemment particulièrement celle des Bonaparte. Les objets exposés ne fournissent pas principalement un répertoire de formes à l'adresse des industriels. Matières précieuses, formes uniques ou travaillées par des artistes sublimes, les objets ressortissent à un modèle que j'appellerais consubstantiel de la beauté, où la matière, la forme et le travail virtuose sont indissociables et doivent fasciner. Ils relèvent des biens de la couronne, c'est à ce titre qu'ils affermissent, par leur splendeur, la légitimité de l'Empire. L'exposition des trésors royaux dans la galerie d'Apollon du Louvre, à cet égard, constitue un paradigme de la vision monarchique des arts décoratifs. Un fait me paraît appuyer cette analyse. Dans un musée industriel comme le musée de South Kensington, les plâtres constituent une part importante de la collection et sont considérés véritablement comme des répertoires de formes qui sont abstraites de leur matière d'origine et prêtes au réemploi. Le Louvre a également tenté d'introduire les plâtres dans les collections sur le modèle anglais, mais à chaque reprise, ces tentatives aboutissent à un échec. Jugés trop peu nobles pour un palais impérial, les plâtres n'y recevront jamais véritablement un droit de cité. Premier essai. Dès 1850, Léon de Laborde, conservateur des sculptures et des objets du Moyen-Âge et de la Renaissance, propose la formation d'une collection de plâtres à des fins pédagogiques. Ses collègues repoussent l'idée initiale avant de la dénaturer. Cette collection, réduite à quelques œuvres, permettra à la rigueur de former les visiteurs à l'art de différencier les statues authentiques des faux, c'est-à-dire un propos élitiste lié à l'exercice du connoisseurship. Cette salle devait rester fermée aux visiteurs non initiés. Deuxième tentative, en 1864, on installe, image en haut à droite, une gigantesque reproduction de la colonne Trajan dans la galerie d'Aru du Louvre. En raison de sa taille, on la tronque en 3 parties. L'œuvre est commandée à l'usine Oudry, sise à Auteuil, et spécialisée dans la reproduction galvanoplastique des reliefs. Mais à son tour, cet immense plâtre ne survivra pas longtemps à son installation. L'empereur réclame son départ dès 1868 et à la fin du régime impérial, il est retiré à la vue des visiteurs. La forme de plâtre ne détient ici aucun statut cognitif ou muséal au Louvre sous le Second Empire. Pourtant, la France a ratifié le principe de l'échange systématique de plâtre avec l'Angleterre. La fameuse convention promouvant universellement les reproductions d'œuvres d'art pour le bénéfice des musées de tous les pays, formulée en 1867 à l'initiative du musée de South Kensington, avec l'appui du gouvernement britannique, dont vous avez le texte ici à gauche, est signée au nom de la France par le prince Jérôme Napoléon, vous voyez ici sa signature en bas, président de l'exposition universelle à Paris en 1855 d'ailleurs. Or, à la même date, en 1864, le musée de South Kensington a commandé chez le même Oudry une même colonne trajale toute similaire. Installée dans les galeries, elle y a parfaitement survécu jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez une image de cette colonne en bas à droite. Par contre, le musée du Louvre a bien tenté de capter le public des shows et j'ai évoqué tout l'impact de cette politique dans ma dernière conférence. On a vu que Nathaniel Hawthorne était ravi par la splendeur d'un palais rempli de décors, de miroirs, de reflets, tout ce qui transforme un musée vénérable en show à ses yeux. Il utilise d'ailleurs le terme de show à propos du Louvre. Dès 1852, Napoléon III, encore prince-président, rêve d'un musée populaire à la gloire des grandes dynasties françaises et dont la muséographie intégrerait les Bonaparte dans un récit dynastique noble et lisse. Par un décret signé le 15 février 1852, il institue le musée des souverains, je cite, « un musée spécial destiné à recevoir tous les objets ayant appartenu authentiquement aux souverains qui ont régné sur la France ». Fin de citation. La famille qui gère le musée Tussaud de Londres en profite pour proposer quelques reliques impériales qu'elle exposait à Londres à Napoléon III. Ce dernier refuse, peut-être davantage par pudeur en ce début de l'Empire que par manque de fonds. L'espace choisi n'est pas neutre. 4 salles au premier étage du Louvre, dans l'aile de la colonnade. 2 de ces salles, totalement vides, subissent une rénovation complète.
En revanche, les deux autres salles ont été revêtues de boiseries d'époque arrachées aux appartements royaux à l'époque de Louis XVIII. L'une, appelée salle Louis XIII, abrite en fait une chambre de l'appartement d'Anne d'Autriche, son épouse, démontée au château de Vincennes. La salle dite d'Henri IV a elle aussi été déplacée de son lieu originel au Louvre. Sa résonance historique est très forte, puisque on pensait que c'était dans cette salle, dans cet espace, que Henri IV, après son assassinat, avait été amené pour y mourir. Cependant, cette salle comporte un décor entièrement rénové sous Louis XIV. Qu'importe, cette alcôve possède une fonction symbolique précise. Elle évoque, dans sa présence absente, le corps symbolique d'un roi populaire, mais brutalement assassiné par un régicide. La chambre de parade attenante comporte un décor Renaissance datant du roi Henri II. Ces salles ont été créées pour servir de décor à des cérémonies royales sous la Restauration. Mais Napoléon III les transforme en décors suggestifs d'un musée. Les deux salles vides subissent un vaste réaménagement. On y installe une salle des rois, dont les murs s'ornent de fleurs de lys sur un fond violet et pourpre, et une salle consacrée à la dynastie napoléonienne, parsemée d'abeilles sur fond pourpre. Le comte Horace de Villecastel, responsable du projet, sélectionne tous les objets qui ont été possédés par de grands monarques de l'histoire de France. La constitution des preuves, d'ailleurs, fera l'objet d'une sorte de recherche qui est parfois un peu comique. Cependant, l'effet visé touche au pouvoir de la relique. La magie du musée repose ici sur la relique et sur l'effet de la contiguïté. Il glorifie l'association entre un objet et son royal possesseur. Cette magie travaille à la frontière entre le public et le privé. Tels objets relèvent du quotidien d'un monarque. D'autres, tels que le sceptre, tiennent à son corps symbolique de souverain. Hawthorne, piètre visiteur de musée, a entièrement cédé sous le charme de ce dispositif qui satisfait son désir simple de revivre l'histoire dans son propre corps. Il adore ce type de frisson. À Londres, il avait visité la maison du docteur Johnson, Samuel Johnson, un très grand écrivain anglais de l'époque des Lumières qu'il admirait. Et il est monté les escaliers de la maison de Johnson et a tenu à toucher la balustrade utilisée par l'écrivain à l'endroit même où l'homme célèbre a utilisé la main courante. Au musée des souverains, Hawthorne contemple par exemple le miroir dit de Marie de Médicis. On sait aujourd'hui que ce miroir, dont vous avez ici une image dans la fameuse photogravure de Léon Vidal, date du XVIIe siècle. Ce miroir, dit-il, je cite Hawthorne, « dans lequel je vis mon propre visage où le sien, celui de la reine, avait paru. » Fin de citation. En plaçant sa propre face devant le miroir royal, Hawthorne tente, l'espace d'une seconde, une identification parfaite avec une grande figure du passé. Le contact ainsi ménagé repose sur une symétrie parfaite entre deux siècles éloignés, mais que relie l'usage continu d'un objet du quotidien. Hawthorne occupe la position même de la reine florentine, et le miroir, accessoire fidèle, renvoie toujours une image comme autrefois. L'écrivain américain est emporté par ces effets. Il rêve même que le musée réveille tous les fantômes des rois de France qui se lèvent et réclameront leur dû. Je cite « Si chaque monarque avait été sommé de sortir de l'Hadès pour reprendre possession de ses propres reliques, nous aurions vu les salles du Louvre remplies par les vieux Charles et Chilpéric, Bourbon et Capet, Henri et Louise, saisissantes avec leurs mains de fantômes, tous ces sceptres, épées, armures, manteaux. » Fin de citation. La scène l'émeut si profondément que pour la première fois dans cette partie du journal, Hawthorne en interrompt l'écriture avec ces mots, je cite, « Je dois abandonner ici, ces choses ne peuvent pas être reproduites par la plume ni par l'encre. » Fin de citation. Dans deux pays aux traditions si contrastées, le même élan transforme les visions du musée et jusqu'au cœur de l'interprétation qui articule la culture matérielle. Cet élan, d'une force presque irrésistible, ne peut être saisi que par une histoire de la culture qui sait comprendre l'offre globale proposée au regard des masses à l'ère industrielle. Et cette histoire, on l'a vu, devient une histoire comparée, ouverte à l'étendue du monde. À Londres, les musées célèbrent la versatilité des formes, des matières et des techniques dans des collections industrielles. Au Louvre, les arts décoratifs demeurent les otages d'une symbolique monarchique.
Possédés par la couronne, ils doivent donc, tout au contraire, célébrer une sorte de consubstantiation magique, unique de la matière, de la forme et de la technique. Par contre, le Louvre n'a pu échapper à ce mouvement irrésistible qui incitait le grand public à rechercher une immersion presque physique dans le passé et une relation presque magique aux reliques conservées de ce passé. Je vous remercie.